Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. L'histoire de la 6ème République. Voyager dans le temps a toujours relevé de la science-fiction. En 1958, l'ancien ministre de la Justice de la 4ème République, François Mitterrand, et ancien décoré de la Francique du maréchal Pétain sous l'occupation, s'opposa au président Charles de Gaulle et appela à voter non au référendum du 28 septembre 1958 sur l'adoption de la Constitution de la 5e République, qui sera adoptée à 82%. En 1962, François Mitterrand appellera de nouveau à voter non au référendum du 28 octobre 1962 qui instaurera l'élection au suffrage universel direct du président de la République, qui sera adopté à 62%. François Mitterrand écrira en 1964 son premier livre, Le coup d'État permanent, où il décrit la 5e République comme une dictature. Il dit, je cite, « J'appelle le régime gaulliste dictature, parce que tout compte fait, c'est à cela qu'il ressemble le plus, parce que c'est vers un renforcement continu du pouvoir personnel qu'inéluctablement il tend, parce qu'il ne dépend plus de lui de changer de cap. » Page 74. À cette dictature, il opposait les républicains. Mais sur ce plan, non plus les républicains ne sont pas démunis. Au régime vieillot qui s'applique à perpétuer une société agonisante, ils peuvent opposer la promesse féconde d'un monde nouveau, où la loi, sage et hardie, fera du peuple son propre maître. Ils ont de leur côté la liberté et la justice. S'ils l'osent, ils auront l'espérance. Page 240. En juillet 1974, Michel Cotta publiera un livre intitulé La 6ème République, chez Flammarion, sur la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est elle, dans son livre, qui est la première à parler de 6ème République, où elle dit en gros que le renouvellement des politiciens entre les gaullistes et les centristes, c'est une 6ème République. Bref. C'est maintenant une tradition. La campagne présidentielle en France inspire les observateurs et les journalistes politiques. Ce fut le cas en 1966, après l'élection du général de Gaulle. Ce fut également le cas en 1969, après l'élection de Georges Pompidou. Et comment l'extraordinaire bataille politique à laquelle nous venons d'assister n'aurait-elle pas suscité des portraits et des révélations sur les coulisses de l'élection? Alors nous avons été gâtés. Il y a d'abord eu les candidats eux-mêmes qui ont publié ou fait publier les thèmes de leur campagne et par exemple leurs interventions à la télévision. C'est le cas de René Dumont, le candidat écologiste. René Dumont, sa campagne chez Beauvais. C'est également le cas d'Arlette Laguillet, Arlette pour ses supporters, une travailleuse révolutionnaire dans la campagne présidentielle, publié par Lutte ouvrière. Et puis, nous avons choisi trois ouvrages. Valéry Giscard d'Estaing par François Lancel, Le Grand Tournoi par Michel Bassy et André Campana, et La 6ème République de Michel Cotta. Alors, ce sont des livres très passionnants, très faciles à lire, que vous pourrez lire, eh bien, bon Dieu, sur la plage, pourquoi pas, comme un roman policier. Alors, Michel Cotta, La 6ème République, chez Flammarion. Et vous aussi, vous racontez beaucoup d'anecdotes. D'ailleurs, ces deux livres sont assez complémentaires. Le mot anecdote, effectivement, me choque un peu. Ah. Je ne suis pas tout à fait contre, mais chaque anecdote n'a de sens que si elle est replacée dans un contexte et si elle révèle le cheminement, l'évolution des hommes, et si au fond, elle correspond à un éclairage sur un personnage, un éclairage sur un portrait. Oui, alors justement, vous racontez beaucoup d'anecdotes sur Chaban-Delmas. Vous êtes un peu sévère, je trouve. Un peu cruel, parfois. Vous trouvez? Non, je crois que alors c'est donner une mauvaise image. Non, j'essaie d'expliquer ce qui s'est passé. Et comment Jacques Chaban-Delmas, qui partait avec
longueur d'avance à peu près, ou qui semblait partir avec une longueur d'avance sur tout le monde, a finalement raté sa campagne. Je ne pense pas que ce soit de la sévérité, je ne veux pas dire non plus que ce soit de la lucidité. Alors, vous avez appelé votre livre 6e République, et à la fin du livre, vous expliquez qu'au fond, on vient de tourner une page. Mais si vous aviez à refaire aujourd'hui, et nous sommes au mois de juillet, si vous aviez à refaire ce livre, vous l'intituleriez également 6e République? Ah, tout à fait, plus que jamais. Ah, alors expliquez-nous pourquoi. Alors, la 6e République, je reconnais que l'astuce est un peu évidente, peut-être, mais je crois qu'elle reflète une réalité. Je crois que ce qui a profondément changé, ce sont d'abord les hommes clés. Olivier Guichard disait l'autre jour que dans l'état actuel, les 7 personnes clés qui détenaient tous les postes importants, auxquels aucune décision n'échappait, étaient 7 anciens fonctionnaires des finances. Je peux vous les énumérer. Et je crois que les hommes ont changé, la majorité présidentielle a changé, et au fond, ça ne m'étonne pas, puisque depuis 1962, date à laquelle, je crois, Valéry Giscard d'Estaing a commencé à penser pourrait être un jour président de la République, toute sa démarche s'expliquait parce qu'il pensait, ses collaborateurs l'ont dit, M. Poniatowski l'a dit souvent, que le gaullisme était un phénomène aberrant, qui, si vous voulez, disparaîtrait de notre histoire, que c'était un regroupement, mais qui ne correspondait pas à la nature profonde et aux 6 familles traditionnelles, 6 familles politiques traditionnelles. Eh bien, je crois effectivement que c'est un peu à cela que nous assistons, c'est-à-dire à un reclassement des forces politiques. Moi, je me pose une question, Michel Clotet. Elle pense que la 6e République est née avec Valéry Giscard d'Estaing ou est-ce qu'elle est née avec Georges Pompidou? Non, je pense qu'elle est née avec Valéry Giscard d'Estaing. Eh bien, nous en resterons là. Merci, madame. Merci, messieurs. En 1991, Simone Veil expliquait sur France 2, dans l'émission L'heure de vérité, qu'elle affirmait: il faut une 6e République. Il faut une 6e République avec un régime présidentiel qui est d'ailleurs, au fond, dans la logique du système actuel. Régime présidentiel à l'américaine, où les ministres sont rattachés directement au président? Oui. Sans Premier ministre. Sans Premier ministre. Sans Premier ministre, je crois que la situation serait beaucoup plus claire et éviterait cette situation extraordinairement ambiguë aujourd'hui, qui est celle du Premier ministre et de son gouvernement, et qui pour autant, d'ailleurs, aux États-Unis, n'empêche pas les secrétaires d'État d'avoir du poids et d'avoir une influence personnelle extrêmement grande. C'est ensuite la ministre socialiste, sous Mitterrand, Marie-Noëlle Lienemann, avec ses collègues de l'Essonne, Julien Drey et Jean-Luc Mélenchon, qui fondent en 1988 le courant Gauche socialiste, et en 1992, ce groupe proposera une convention pour la 6e République. Marie-Noëlle Lienemann expliquera: au Parti socialiste, ça bouge du côté des jeunes, toujours les mêmes, la ministre du Logement, Marie-Noëlle Lienemann, qui est donc dans le gouvernement pourtant, et ses amis, le député Julien Drey et le sénateur Jean-Luc Mélenchon. Bref, ces trois-là ont créé un nouveau mouvement pour secouer les institutions socialistes. Nathalie Saint-Cric. Laurent Fabius les appelle les cracheurs dans la soupe. Le PS les condamne pour amoralisme politique. Ils constituent l'infernal trio de l'Essonne. Lienemann, Mélenchon, Drey ne ratent jamais une occasion de faire parler d'eux. Après avoir dénoncé la torpeur du PS, les méthodes de Laurent Fabius, ils attaquent aujourd'hui la 5e République. En veulent une 6e vraiment parlementaire. Bref, demandent au président une vraie révision constitutionnelle. Ce qu'on peut attendre, c'est d'abord de ne pas se contenter d'un replâtrage. Il y a un constat d'échec qu'on a fait ce matin de ces institutions, qui amène d'une part à beaucoup d'immobilisme et d'autre part à une distance qui s'est accrue entre les citoyens et les décideurs. Il ne s'agit pas simplement de contester la 5e, faut-il encore dire quelle 6e République on veut. Et là, je suis sûre que la gauche a un message très particulier à faire pour qu'elle soit plus démocratique mais aussi plus sociale. De François Mitterrand. Ni bigoterie, ni meurtre du père, être soi-même. On n'est pas obligé, parce que c'est la 5e République, de se laisser aller tous à la pente qui consiste à fonder sa position politique sur un battement de sourcils et sur la cadence de la danse autour du totem. Ils rêvent d'être un peu écoutés sans réellement espérer être entendus. Ils attendent l'intervention de François Mitterrand demain. On peut toujours rêver, disent-ils. Car qu'il y ait ou non le traité de Maastricht, l'acte unique s'appliquera. Et par conséquent, nous aurons la libre circulation des capitaux, des marchandises et des hommes sans aucun contrepoids politique.
Maastricht, c'est le contrepoids politique à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Si le oui donc l'emporte, eh bien là aussi nous irons dans un monde nouveau, il ne faut pas se le cacher. François Mitterrand sera président de la République durant 14 ans, de 1981 à 1995. C'est d'ailleurs lui qui est resté le plus longtemps de tous les présidents de toutes les républiques françaises. Et il confiera à Georges-Marc Benamou, dans son livre Testament, « En fait, je suis le dernier des grands présidents. » Il me dit ça vite, dans un mélange de pudeur et de grandiloquence, comme s'il craignait que je le prenne pour un vieux fou. Il tente de rationaliser l'aveu qu'il vient de me faire. Enfin, je veux dire, le dernier dans la lignée de De Gaulle. Après moi, il n'y en aura plus d'autres en France, à cause de l'Europe, à cause de la mondialisation, à cause de l'évolution nécessaire des institutions. Dans le futur, ce régime pourra toujours s'appeler 5e République, mais rien ne sera pareil. Le président deviendra une sorte de super Premier ministre et sera fragile. Citation de Le dernier Mitterrand, de 2005, page 159. En 1994, c'est le tour de Jean-Marie Le Pen de s'exclamer « Je serai candidat à la prochaine élection présidentielle. Je proposerai au pays une refonte constitutionnelle qui ouvrira la voie à la 6e République et permettra une autre politique. » Puis, en 1997, Jean-Marie Le Pen s'exclamera de nouveau « Vive la 6e République !» D'un côté, la pseudo-démocratie de la rue, des manifs, des banderoles, des coups de gueule ou des coups de cailloux. Celle aussi des violences et de la haine, de la chienlit d'une autre. Le sérieux, le calme. Tout le monde a pu constater que la force tranquille, c'est le Front National, c'est lui l'espoir de la France. 3 jours pour convaincre, se convaincre, croire ou faire croire que le Front National, désormais un parti adulte, peut gagner demain et même gouverner. En avril 2001, ce sera le tour d'Arnaud Montebourg de fonder la Convention pour la 6e République, donc une nouvelle faite après celle de Linnemann, qui, le 8 décembre 2001, proposera 30 propositions de réforme de la Constitution. Le 24 août 2004, la Convention pour la 6e République organisera à Jarnac, sur une université d'été, avec un débat sur l'actualité du coup d'État permanent, le livre de François Mitterrand. Arnaud Montebourg coécrira avec le constitutionnaliste Bastien François un livre intitulé « La Constitution de la 6e République » en 2005. Même s'il essaie d'être discret, l'entrée d'Arnaud Montebourg ne passe pas inaperçue. C'est lui la star de la journée. L'ambiance est détendue, chaleureuse, et pourtant, ces hommes et ces femmes veulent une révolution, douce certes, mais une révolution quand même, le passage à la 6e République. Je crois que là, il y a un mouvement de fond qui débouchera inéluctablement sur cette espèce de révolution douce que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire une transformation raisonnable des mécanismes de la démocratie française, qui aujourd'hui ne sont pas démocratiques. On ne peut pas fonctionner avec la concentration sur la tête d'un seul homme des décisions sans que celui-ci n'en rende jamais de compte. Ça n'est pas possible. Comme outil de réflexion, on retrouve souvent le même livre de chevet, forme d'hommage à François Mitterrand. Après tout, pour un premier meeting à Jarnac, ça semble logique, sauf qu'ici, on pense surtout à l'avenir. Cette université n'a duré qu'une journée, ça peut paraître court lorsqu'on veut tout changer, mais l'idée d'une 6e République fait son chemin. Preuve en est, elle sera au programme de l'université d'été du Parti Socialiste cette fois. Ce sera à La Rochelle et ça commence vendredi. À l'élection présidentielle de 2007, ce sera le tour de François Bayrou et de Ségolène Royal de parler eux aussi d'une 6e République plus parlementaire et sans cumul des mandats.
Depuis longtemps, François Bayrou plaide pour la 6e République, un thème repris ce week-end par Ségolène Royal et sur lequel Nicolas Sarkozy marque sa différence. Il a raillé tout à l'heure la maladie française qui consiste à vouloir changer la Constitution tous les 5 matins. Françoise David, Guillaume Fautra. La République nouvelle que souhaite instituer Ségolène Royal porte désormais un nom. Elle s'appelle la 6e République et serait le résultat d'un référendum. Face au président élu pour 5 ans, le rôle du Parlement serait revalorisé. Pas de cumul pour les parlementaires, une haute autorité du pluralisme veillerait à l'impartialité de l'État. 6e République, c'est aussi la formule choisie par François Bayrou. Qu'il faut changer la 5e République, changer nos institutions. Le chef de l'État élu comme aujourd'hui doit cependant gouverner véritablement. Face à lui, un Parlement au pouvoir renforcé, des députés à temps plein et des autorités de contrôle impartiales et indépendantes. Pour Nicolas Sarkozy, pas question de changer de République. Ségolène Royal et François Bayrou sont renvoyés dos à dos par ses partisans. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de candidats qui jouent un petit peu à pile ou face les institutions de la République française, et ça, pour nous, c'est évidemment très dangereux. Le candidat de l'UMP envisage toutefois un droit d'expression du président à l'Assemblée nationale, de hautes autorités contrôlées par le Parlement et la suppression de l'article 49.3. Jean-Marie Le Pen, lui, conserve la 5e République, mais institue comme règle le référendum populaire. Comme auparavant, le chef de l'État serait élu pour 7 ans, mais pour un seul mandat. Le scrutin proportionnel serait établi pour toutes les élections. Pour la première fois, depuis 1958, la 5e République est au cœur de la campagne. En 2011, c'est à Europe Écologie Les Verts, EELV, pour la présidentielle de 2012, de parler d'une 6e République. L'union à tout prix. Eva Joly, accompagnée de Cécile Duflot et d'une vingtaine d'élus écologistes, se mettent en marche vers la présidentielle. Mais les soutiens de Nicolas Hulot pour cette photo de famille sont absents. Malgré des polémiques, Eva Joly tient bon. Cet après-midi, elle entre seule en scène. Elle endosse les habits de candidate, répondant directement à François Fillon. Leur règle d'or est inefficace économiquement et absurde politiquement. Non. Non, Monsieur Fillon, la France n'a pas besoin d'une union sacrée, elle a besoin de solutions nouvelles. Un discours très offensif, la crise, les banlieues, une 6e République, Eva Joly aborde tous les sujets qui seront au centre de sa campagne. Le 18 novembre 2008, Jean-Luc Mélenchon fondera le Front de gauche pour changer l'Europe. Et en mars 2012, Jean-Luc Mélenchon réunit des milliers de sympathisants sur la place de la Bastille pour un grand meeting sur le thème de la 6e République. Une insurrection civile qui va, en se donnant d'abord rendez-vous dans les urnes, commencer ce jour-là la révolution citoyenne. Jean-Luc Mélenchon l'a scandé tout au long de son discours. Il veut être le président de la 6e République. Il nous faut aujourd'hui, dans cette France défigurée par les inégalités, tourner la page une nouvelle fois de l'ancien régime. La révolution, il la veut avec une nouvelle constitution qui instaurerait de nouveaux droits. C'est nous qui donnerons toute sa place à la dignité de l'amour humain en étendant à tous les couples les droits qui s'attachent aujourd'hui aux couples hétérosexuels. Le 10 février 2016, Jean-Luc Mélenchon fonde la France Insoumise et se retire du Front de gauche. Enfin, à la présidentielle 2017, c'était le tour de Benoît Hamon d'ajouter à la farandole sa version de la 6e République, car il veut dépasser la 5e République déclinante et mettre en place, dès l'été 2017, une conférence pour la 6e République.
notamment en supprimant la Cour de justice de la République, réformer le statut pénal du chef de l'État, préparer une loi anti-concentration des médias et le renforcement des sources des journalistes. Et beaucoup d'autres ont proposé leur 6e République, comme par exemple Étienne Chouard. Et c'est pourquoi, à propos de la 6e République, François Asselineau explique que ce n'est rien de plus qu'une pochette surprise vide de sens. De jeter un regard sur ce que j'appelle les bonimenteurs de la 6e République. Parce que vous savez, il y a des gens qui vous ont dit tout le problème vient de cette satanée 5e République, ce qu'il nous faut, c'est une 6e République. J'ai d'ailleurs rencontré de temps en temps des gens, comme ça, je faisais des conférences, et qui, en aparté, me disaient « Qu'est-ce que vous pensez de la 6e République ?» Alors je leur répondais invariablement « Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la 7e ?» Ils me regardaient, ça veut dire quoi? Je dis « Mais moi, je ne comprends pas plus ce que... Vous ne comprenez pas ce que je dis, mais je ne comprends pas plus ce que vous dites. Je ne sais pas ce que ça veut dire. » Ça veut dire quoi? C'est un contenant, mais quel est le contenu? Parce que ça se limite à ça, le débat. Ah oui, Mélenchon, je suis pour lui, je suis d'accord avec lui parce qu'il est pour la 6e République. Ah bon? Très bien. C'était la spécialité de Jean-Luc Mélenchon. Ah, c'est pas moi qui ai choisi la photo. C'est dans le magazine Le Point du 19 mars 2012. Vous voyez, ça ne remonte pas au calende. C'était il y a moins d'un an, c'était le candidat du Front de gauche à développer sa conception d'une 6e République dans l'émission présidentielle BFM TV Le Point 2012. La 6e République de Jean-Luc Mélenchon. Alors, de quoi s'agissait-il? Retour à un régime d'assemblée. Le régime d'assemblée, c'est celui de la 4e, c'est-à-dire affaiblir le poids du gouvernement. Comme si la priorité du moment, c'était d'affaiblir encore le poids de M. Ayrault. Bon. Introduction de nouveaux droits fondamentaux de la personne, telles sont les principales propositions du projet de 6e République. Pour le leader du Front de gauche, la 5e République concentre trop les pouvoirs sur une seule personne. Ça veut dire, en gros, qu'il y a trop de pouvoir à Hollande. C'est la critique traditionnelle faite par la gauche depuis la 5e République, depuis 1958, contre le pouvoir personnel. François Mitterrand avait dit le coup d'État permanent, etc. François Mitterrand a oublié de mettre en œuvre, quand il a été président de la République, ce qu'il avait dénoncé. Parce que ce que l'on oublie un petit peu vite, et en particulier ce qu'oublie la gauche, c'est que la gauche est bien contente, était bien contente, d'avoir les institutions de la 5e République quand elle arrivait au pouvoir, parce que cette constitution n'était pas réservée à un camp. Et les Français de gauche ont été bien contents quand ils ont élu Mitterrand qu'en 82, 83, il y a eu des décisions qui donnaient des palpitations cardiaques à la droite, mais qui mettaient en œuvre une politique de gauche et qui donnaient au président de la République un pouvoir très important pour mener cette politique. Je rappelle l'abrogation de la peine de mort, la nationalisation de tout le secteur bancaire, de toutes les grandes entreprises industrielles. On est pour, on est contre, c'est une autre question. Mais simplement, ça lui donnait des pouvoirs efficaces pour mener une politique. Donc, M. Mélenchon revient à une vieille critique. La 5e République concentre trop les pouvoirs sur une seule personne sans assurer pour autant la stabilité gouvernementale. Alors, quelle était la 6e République? Pour Jean-Luc Mélenchon, il est impératif d'inscrire dans la Constitution de nouveaux droits fondamentaux tels que le droit de disposer de soi, l'avortement. C'est effectivement la grande priorité du moment, vous l'avez noté. La grande priorité du moment pour M. Mélenchon, c'est d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. L'IVG existe depuis 1974. Et le droit à la fin de soi, c'est-à-dire le suicide assisté. On pourrait le prévoir aussi pour la République. La République a le droit de se suicider. Mais est-ce que vous imaginez, est-ce que j'ai très grossier, mais le foutage de gueule que ça représente? Alors que notre pays est en train de s'effondrer, que nous sommes en train de disparaître, que la France est en train d'être découpée en morceaux bientôt avec le système de rente des régions, que tous les jours, 1500 personnes de plus basculent sous le seuil de pauvreté selon l'INSEE, que tous les jours, il y a une usine qui ferme et on perd 700 emplois industriels, M. Mélenchon
pense que la priorité des priorités, c'est de passer à la 6e République, c'est-à-dire d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement et au suicide assisté. Il évoque aussi la liberté absolue sur Internet. Il estime de manière générale la sacralisation de la liberté des moyens de production est un problème, etc. Et puis, surtout, les Français sont infestés par le césarisme. Voilà. Il voudrait un régime qui ne comprendrait plus qu'une seule chambre. L'élection de cette chambre se ferait au suffrage universel à la proportionnelle corrigée et non intégrale. Interrogé sur le maintien d'un président de la République élu au suffrage universel direct, il ne tranche pas, laissant le soin à l'Assemblée constituante de régler cette affaire. Voilà. Il n'y a pas un mot sur l'Europe. Rien. Monsieur Mélenchon fait délibérément un faux diagnostic. Il a fait croire aux Français que les problèmes viendraient avec la Constitution de la Ve République. Nos problèmes viendraient de là. Monsieur Mélenchon, d'ailleurs, n'explique jamais comment sa 6e République serait mieux appliquée que l'actuelle dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro. En quoi le fait d'avoir mis dans la Constitution le suicide assisté, l'avortement, et d'avoir prévu qu'il n'y ait plus qu'une seule chambre à la proportionnelle, en quoi cela changerait le fait que l'on a piqué 80% ou 90% des pouvoirs aux Français, que nous sommes dirigés depuis Bruxelles, depuis Francfort, depuis Washington. Dans le même genre, dans la famille 6e République, je demande le fils, après avoir eu le père. Arnaud Montebourg, 2012, La Nouvelle-France, en marche vers la 6e République. C'était quand il se présentait au suffrage des socialistes pour avoir l'investiture. Que disait monsieur Montebourg? J'allais dire monsieur. La 5e République est née de l'échec de la 4e, dans un contexte de crise et de guerre où un exécutif puissant était nécessaire. C'est toujours la même idée. L'exécutif est trop puissant. Afin de redonner toute son efficacité à l'action publique et ainsi rompre avec une instabilité devenue périlleuse. La contrepartie fut le bâillonnement du Parlement et l'étouffement du citoyen. La République du général de Gaulle a cependant répondu aux attentes des Français durant de longues années. Ça, c'est le côté plus habile de Montebourg. Il essaie de pas trop heurter les gaullistes. Mais il semble que son esprit se soit progressivement éteint et que l'irresponsabilité et l'impunité soient aujourd'hui la marque de fabrique d'une machine usée et dangereuse. Pas un mot sur l'Europe. Ça n'existe pas. Le paradoxe de l'omnipotence présidentielle. Notre régime se base en effet sur un paradoxe qui ne saurait avoir sa place dans une démocratie comme la nôtre, entièrement axée sur l'élection du président de la République, patati patata. Voilà. Le président de la République, un Parlement soumis, élu pour 5 ans, l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement. Enfin bref, c'est toujours la même histoire. Il n'y a pas une Assemblée suffisamment représentative. Le président de la République a tous les pouvoirs. Monsieur Montebourg fait, ou plus exactement faisait, le même faux diagnostic que monsieur Mélenchon. Il faisait croire que les problèmes viendraient de la Constitution de la République alors qu'ils viennent du contraire, qu'elle est continuellement violée par les traités européens dont M. Montebourg ne veut pas sortir. Il n'expliquait jamais comment sa 6e République serait mieux appliquée que l'actuelle dans le cadre de l'UE et de l'euro. Mais il y a quelque chose qui permet de confondre M. Montebourg, c'est que entre le moment où il a écrit ce texte et aujourd'hui, il s'est passé un petit truc. C'est que M. Hollande est élu président de la République, qu'il y a donc un changement de majorité, et que M. Montebourg est au gouvernement. Il est ministre de M. Hollande. Alors, nom d'une pipe. Maintenant que M. Montebourg est ministre, auprès de M. Hollande, qui a prétendument un pouvoir exorbitant, c'est ce qu'il nous expliquait. Eh bien alors, qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre un terme aux délocalisations ? Qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre un terme à la destruction de l'économie française? Puisque, paraît-il, ils ont tous les pouvoirs, c'est ça le problème. Vous avez remarqué que M. Montebourg ne parle plus de la 6e République depuis qu'il est ministre. C'est fini. Finita la commedia. Il a la voiture, la voiture avec siège en cuir, loupe d'orme sur le tableau de mort, le chauffeur et le gyrophare. C'était ça qu'il voulait.
la conclusion de cette conférence? Eh bien, c'est que nous, on va parler de nous un peu, pas de l'UPR, c'est que nous pensons, nous disons, nous nous sommes créés pour cela, que le rétablissement de la démocratie et de la République ne passe pas par une 6e, une 7e, une 583e République bidon. Ça passe d'abord par le fait de récupérer le pouvoir. C'est aussi bête que ça, mais c'est aussi fondamental. Donc ça passe d'abord par la sortie de l'Union européenne. C'est pour ça qu'on s'est créé. Et par une réforme constitutionnelle de grande ampleur, qui sera d'ailleurs motivée par le fait, je l'expliquais tout à l'heure, que la mise en œuvre de l'article 50 imposera de toiletter de toute façon la Constitution. Je rappelle en gros quel est notre programme, non pas notre programme global, il fait 5 heures, je ne vais pas commencer 5 heures maintenant. Je vous renvoie aux conférences, enfin c'est en ligne. Mais en revanche, je voudrais vous parler uniquement de ce que nous avons prévu pour les institutions républicaines. C'est d'abord justement la Constitution. Notre programme embrasse bien d'autres choses, mais en particulier. Donc, nous disons que les Français seront appelés par référendum à adopter une réforme constitutionnelle de grande ampleur afin de rétablir les grands principes démocratiques et républicains de souveraineté nationale. D'abord, nous abrogerons l'article 88.1 et nous interdirons le principe des transferts de souveraineté. Nous supprimerons la procédure de réforme constitutionnelle par le Congrès prévue dans l'article 89 de la Constitution. C'est ce qui a permis notamment la forfaiture du traité de Lisbonne. Donc toutes les réformes de la Constitution ne pourra désormais plus se faire que par la seule voie du référendum, et la réforme ne pourra être adoptée que par une majorité des électeurs inscrits. Ça aussi, c'est très important. Parce que je rappelle par exemple que les référendums, les modifications de la Constitution où il y a 70% d'abstention, etc., ça doit être un acte positif de la majorité du peuple français. Ces deux dispositions ne pourront pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle ultérieure. La transformation du Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle professionnalisée et dépolitisée. Les 16 membres de cette cour seront élus par les assemblées parlementaires pour un mandat non renouvelable de 12 ans. 12 ans parce que c'est important que ces gens aient une longue durée pour justement être indépendants. Nous instaurerons le référendum d'initiative populaire, le référendum d'initiative présidentielle continuant d'exister. Ce référendum d'initiative populaire s'effectuera sous le contrôle de cette nouvelle Cour constitutionnelle de la République française qui vérifiera seulement si le référendum est bien conforme aux principes de la Constitution. C'est normal. Une loi organique fixera les modalités d'organisation de ce RIP. C'est pas de RIP, c'est pas un RIP, référendum d'initiative populaire. Les référendums, j'en parlais tout à l'heure, qu'ils soient d'initiative de l'exécutif ou d'initiative populaire, pourront comporter plusieurs questions afin de permettre de nuancer les réponses ou de traiter différents sujets, ce qui évitera ce parfum comment dirais-je, plébiscitaire qui entache un peu dans l'esprit d'un certain nombre de nos concitoyens le principe même du référendum. Par ailleurs, la reconnaissance du vote blanc, nous reconnaîtrons le vote blanc comme un vote à part entière, avec une annulation du scrutin si le vote blanc dépasse, là c'est une erreur d'ailleurs qui est rémanente, non pas dépasse 50%, mais arrive en tête des candidats. Le 7e point, le rétablissement et l'extension du crime de haute trahison et de complot contre la sûreté de l'État. Nous voulons réintroduire dans la Constitution française les notions de haute trahison, de complot contre la sûreté de l'État pour le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement, parce que nous n'avons rien à craindre, et tout à gagner. Et en précisant la signification juridique de ces incriminations que nous inscrirons dans la Constitution. Entente avec des puissances étatiques étrangères ou avec des pouvoirs privés pour mener une politique manifestement contraire à l'intérêt majoritaire du peuple français. Et puis le 8e point, c'est la réforme du statut de l'élu, l'interdiction du cumul des mandats électifs, quels qu'ils soient, la suppression du cumul des rémunérations pour les élus qui exercent plusieurs mandats, ils n'auront que la meilleure des rémunérations, comme ça, ils seront beaucoup moins tentés de cumuler les mandats, donc ça fera de la place pour les autres, parce que les gens disent, finalement, il faudrait trouver un moyen d'améliorer la démocratie, mais c'est simple, il suffit déjà de déverrouiller l'accès aux fonctions électives. Donc déjà, si on décourage le cumul des mandats,
Le principe également général de limitation à un seul renouvellement pour tous les mandats électifs, quels qu'ils soient. Le principe également de l'inéligibilité à vie des responsables publics condamnés pour corruption. Le principe de l'examen périodique de l'existence ou non de conflit d'intérêts. Pour le service public, nous précisons l'inscription dans la Constitution française des services publics non privatisables par nature, ce que nous pourrons faire puisque nous serons sortis de l'Union européenne, des GOP, des trucs et des machins. Donc, nous inscrirons que doivent être des services publics non privatisables, je le rappelle, EDF, GDF, La Poste, tous les réseaux, c'est-à-dire les réseaux d'autoroutes, les réseaux d'adduction d'eau, France Télécom, j'en oublie sans doute, et puis également toutes les banques qui bénéficieraient d'une aide publique. Vous avez besoin d'une aide publique pour être sauvé, très bien, vous êtes nationalisé. C'est normal. Quand c'est la collectivité publique qui vient, parce que vous connaissez le système des banques, les profits sont pour moi, les pertes sont pour la collectivité. Non. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!